Et pour moi, c'était ça l'ascension dans une carrière de football professionnel. Il faut parfois être méchant, il faut parfois taper du poing sur la table, il faut comprendre des choses, comprendre à lire certaines situations avant l'heure. Moi, je pense que dans nos communautés, on remet beaucoup de choses sur l'aîné de la famille. Je pense que les aînés vivent des choses qu'ils ne doivent pas vivre, ils vivent des expériences d'adultes avant de devenir des adolescents. Salut tout le monde et bienvenue à le Before Talk, le podcast qui vous donne un avant-goût des discussions enrichissantes que vous pouvez retrouver lors de nos événements. Pour ceux qui ne le savent pas, Talk, Truth About Life Knowledge, est un concept d'événement exclusif visant à créer des espaces de discussion intenses, profondes et bienveillantes, autour de sujets sensibles et tabous, parfois même des sujets mis de côté. Ces événements sont uniquement accessibles sur invitation et n'offrent aucune rediffusion en ligne. Ainsi, on s'assure de créer un environnement de confiance et de respect. Safe Space. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Andy Kawaya. Andy, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité pour le podcast, mais surtout pour l'événement à venir le 28 juillet. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Talk. Très honoré d'être ici et de pouvoir faire ce talk le 28 juillet. Merci encore à toi. Le thème qu'on a choisi autour de toi, c'est l'ascension et la chute. Comment naviguer entre la réalisation et l'effondrement de son rêve. Qu'est-ce que ce thème t'invoque en quelques mots? En quelques mots, il m'invoque déjà ma carrière. Une carrière que j'ai commencée à 17 ans et qui s'arrête à 27 ans. J'avais des gros rêves. Et malheureusement, évidemment, ils se sont effondrés. Et donc, j'ai pu vivre l'ascension rapide et la chute un peu plus lente. Et je dirais même, vu qu'elle était plus lente, peut-être plus douloureuse. Et j'ai dû faire un gros travail sur moi-même pour pouvoir l'accepter et me reconvertir par la suite. Ok. En quelques mots, en tant qu'ancien joueur de football professionnel, qu'est-ce que représente l'ascension pour toi? L'ascension en tant que joueur de football professionnel, c'est pouvoir atteindre son premier objectif en tant que jeune footballeur. Moi, pour ma part, c'était être professionnel et signer mon premier contrat pro. Et puis, atteindre le grand écran, jouer en équipe première et faire un peu comme les stars qu'on a connues et qui nous ont bercé tout au long de la jeunesse et qui nous ont donné envie de faire carrière du coup. Et pour moi, c'était ça l'ascension dans une carrière de football professionnel. Vraiment toucher les sommets et arriver à se faire un nom parmi les milliers de noms de footballeurs qui existent sur la Terre. Devenir un peu marquer en fait l'histoire du football. Pour ceux qui ne le savent pas, est-ce que de manière très rapide, tu peux résumer ta carrière? Ouais. Moi, ma carrière, donc je l'ai commencé déjà, j'ai commencé le football à 5 ans, puis j'ai fait mes classes jusqu'à 17 ans où j'ai joué mon premier match professionnel à Anderlecht. Là, c'était donc Anderlecht, j'ai commencé à 12 ans jusqu'à 20 ans. Et durant ces 8 années, j'ai joué mon premier match à 17 ans, mais c'était un match de coupe. Donc voilà, ça n'a pas fait grand bruit. Et puis à 18 ans, là, j'ai vraiment percé, entre guillemets, explosé en jouant mon premier match en Ligue des Champions contre Arsenal. Je suis passé ensuite par plusieurs étapes de ma carrière, comme des blessures et plein de choses, aussi des joies. Et j'ai joué à Willem II en Hollande, j'ai joué à Malines aussi en Belgique, et puis je suis parti en Espagne m'exiler un peu, où j'ai joué en Division 2 et Division 3. Ok. Tu vois, pour beaucoup de jeunes qui peuvent nous suivre, qui rêvent de devenir joueurs professionnels, qui comme toi, dès leur enfance, sont totalement ancrés dedans, aujourd'hui, avec du recul, est-ce que tu considères que tu as eu une enfance exclusive ou pas? En tant que footballeur ou en tant qu'être humain? En tant qu'être humain. En tant qu'être humain, j'ai eu une enfance, disons, exclusive, même exemplaire, par l'éducation que mes parents m'ont donnée. Moi, il faut savoir que j'ai 6 frères et sœurs, on est 7, je dirais même 8, je dirais même 15, parce qu'avec mes cousins, on se considère comme des frères. Et on a toujours été très liés. J'ai eu un très bon équilibre, notamment en tant que joueur qui voulait percer dans le football parce que mes parents ne m'ont jamais mis la pression, parce que mes frères et sœurs n'ont jamais eu besoin de moi pour vivre, étant donné qu'ils ont fait des études, que mes petits frères et sœurs aussi faisaient des études, etc. Donc on n'a jamais manqué de rien. Donc j'ai vraiment eu l'éducation exemplaire et c'est ce qui m'a permis de réussir aussi. Et aujourd'hui de rebondir après 10 ans de carrière. Donc j'ai vraiment eu la chance d'avoir cette éducation-là et cette jeunesse-là, toujours partagée entre la réussite à l'école, très important dans notre communauté, et la réussite dans le football, qui était mon ambition personnelle, puis qui est devenue l'ambition de mes frères, puis ensuite de mon père, et puis ensuite de ma mère. Et là, ouais, c'est ça qui a fait que j'ai pu grimper les échelons, accompagné par tout ça, et avec la chance, comme j'ai dit, d'avoir une éducation et une jeunesse que je répète, qui était exemplaire, parce que j'ai manqué de rien. Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus, la première chose qui t'a marqué dans ce rôle de jeune qui doit quand même être exemplaire pour ses parents par rapport à son éducation, et ce rôle de jeune qui veut atteindre les sommets dans sa passion qui est le sport?
Ce qui m'a marqué dans cela, c'est que En fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est pas dans mon éducation à moi, mais c'est dans la comparaison avec d'autres familles où j'ai vu des coéquipiers qui avaient la pression et qui avaient des parents qui avaient accepté de délaisser l'école pour la possibilité d'une carrière. Et je dirais pas qu'ils ont délaissé l'éducation parce que c'est pas du tout ça. Mais du coup, ils ont beaucoup considéré que le football était une porte de sortie, un statut social acquis aussi. Et ça n'a pas toujours porté ses fruits, malheureusement. Et moi, ça m'a marqué parce que du coup, il y avait le contraste du jeune joueur qui a une famille qui, malgré le fait de pouvoir toucher les sommets, était focalisé sur l'école au point où moi, quand j'ai quitté mon école en 4e secondaire, ma mère était fâchée, m'a presque plus parlé pendant quelques semaines parce qu'elle estimait que du coup, je mettais en péril mon avenir. Et de l'autre côté, le total contraire où les jeunes sont à l'internat et les parents délaissent un peu l'école au profit du football parce qu'ils se disent, voilà, il a la possibilité à 13-14 ans de faire une carrière vu qu'il est vu comme un gros talent. Donc on va tout miser là-dessus sans prendre en compte le fait qu'une carrière, ça se joue pas seulement au talent, qu'il y a plein de circonstances que par exemple moi j'ai connues et qui sont incontrôlables malheureusement et qu'on prend le risque du coup d'oublier un peu l'identité de l'enfant dans le football. C'est très intéressant ce que tu dis et je réalise surtout que donc, tu es issu de la partie de la communauté où les parents donnent une importance limite extrême aux études, à la réussite scolaire, on va dire. Comment tu as su convaincre ou mettre à l'aise tes parents dans la vision que tu pouvais aussi réussir via le foot et non seulement via les études? C'est dans la détermination que je mettais. Donc quand j'en parle aujourd'hui, on fait souvent la comparaison avec d'autres personnes et ce qui ressort le plus quand j'en parle avec mes frères et mes parents, c'est qu'au final, ils m'ont laissé le faire parce qu'ils ont vu dans mes yeux que c'était ce que je devais faire et que je voulais faire. J'étais né pour faire ça, entre guillemets. Depuis petit, j'ai mis beaucoup de détermination là-dedans. Tu vois, la discipline de se réveiller le matin pour s'entraîner alors que t'as encore que 13 ans, mais tu vas quand même courir, etc. T'as 14 ans, tu vas aux entraînements. Faut savoir que c'est un gros rythme de vie parce qu'on se lève à 6 h pour aller à l'école. On revient le soir, il est 18 h, on s'entraîne à 18 h 30, je rentre à la maison 21 h, je fais mes devoirs pendant des semaines et des semaines complètes, puis il y a le match. Et j'ai jamais lâché, je pense que ça... Et au final, avec le talent et avec la possibilité de faire une carrière, ils se sont dit, il a tellement tout donné pour ça, c'est qu'il a vraiment voulu ça, donc on va le laisser le faire. Et puis aussi, j'ai eu la chance que, comme mes frères et sœurs faisaient des études, les aînés, il y avait quand même cette petite sécurité. Ils se disaient, voilà, au moins on en a 4 qui font ce qu'il faut. Il peut prendre le risque de le faire. Si j'avais été l'aîné de famille, je pense pas que j'aurais eu la possibilité de le faire. C'est intéressant. Quand tu dis si j'avais été l'aîné de la famille, tu n'aurais peut-être pas eu la possibilité de le faire. Selon toi, qu'est-ce qui pousse à croire ça? Qu'est-ce qui te pousse à croire ça par rapport à nos communautés de manière générale? Moi, je pense que dans nos communautés, on remet beaucoup de choses sur l'aîné de la famille. Je pense que les aînés vivent des choses qu'ils ne doivent pas vivre, ils vivent des expériences d'adultes avant de devenir des adolescents, et qu'on met un peu les espoirs sur eux au niveau des études, et que si eux réussissent, c'est déjà une bouffée d'air pour les parents qui se disent « Ok, maintenant on peut se relâcher, parce que lui, il va montrer la voie aux autres ». Et je pense que c'est pour ça que je dis que les aînés, si j'avais été l'aîné, j'aurais pas pu parce que j'aurais dû montrer l'exemple en faisant des études comme mon grand frère qui avait aussi beaucoup de talent au football, mais auquel on n'a jamais donné cette chance-là, comme à moi-même. Après, comme j'ai dit, j'ai aussi montré beaucoup de détermination, donc il n'y avait pas que ça. Et j'étais un peu différent des autres de mes frères au niveau de l'envie de réussir et de entre guillemets, le besoin de faire cette carrière de football. Je reviens sur ta différence quand tu dis que tu étais un peu différent, parce que si j'entends bien, tu étais aussi un peu différent des autres footballeurs avec qui tu étais entouré, ouais. Où certains d'entre eux en tout cas, pouvaient avoir des parents qui étaient vraiment derrière eux, derrière, on va dire, leur projet Mbappé, on va dire ça comme ça. À ce moment-là, en fait, tu as dit quelque chose de très intéressant, tu as parlé d'être adulte avant d'être adolescent. Est-ce que justement ce mode de vie, dans l'ambition de devenir joueur professionnel, est-ce que ça ne pousse pas tous ces jeunes-là à devenir adultes avant d'être adolescents de manière générale? Si, de manière générale, oui. Je pense que, et c'est pas seulement les parents, c'est le milieu du football qui veut ça, le milieu peut-être du sport, où on va demander à des jeunes de 16-17 ans de comprendre des choses que moi ou que d'autres ont pu comprendre à 27-28 ans. Parce que en fait, c'est un monde très, on va dire, virulent. Il est assez vicieux, il faut parfois être méchant, il faut parfois taper du poing sur la table, il faut comprendre des choses, comprendre à lire certaines situations avant l'heure, avant d'être un adulte en fait. Et donc parfois, et c'est pour ça que je dis que parfois on oublie l'identité de l'athlète, pour parler en large, dans le sport.
C'est-à-dire qu'on oublie qu'à côté du sport, c'est juste un enfant, jusqu'à ce qu'il devienne adulte évidemment, mais juste un enfant, un adolescent qui a une expérience de vie autre que le simple fait de s'entraîner sur un terrain de foot. C'est-à-dire qu'en fait, il va à l'école et il vit des choses. Il va au football, il a envie d'autres, mais ce qu'il fait sur le terrain est peut-être influencé par ce qu'il a d'abord vécu à l'école. Et malheureusement, on ne s'intéresse pas trop à ça. Et c'est ça qui fait qu'ils deviennent des adultes avant des adolescents. Et quand je dis adultes, c'est parce que nous, en tant qu'adultes, et surtout dans nos communautés, on n'a pas toujours la possibilité de remettre nos peines sur les autres. On doit un peu garder ça en nous, se renfermer et assumer, entre guillemets, porter les fardeaux de... Par exemple, moi j'ai 2 enfants, aujourd'hui, je peux pas me retourner vers mes enfants et leur dire j'ai mal ou je suis triste, par exemple. Ils ne comprendront pas. Et c'est pour ça que je dis devenir un peu adulte avant d'être adolescent. C'est parce que ils vivent cette solitude très tôt. Et moi, je l'ai vécu très tôt, où je me suis pas senti compris parce qu'en fait, étant footballeur professionnel, la vie est censée être rose, sauf qu'elle ne l'est pas toujours parce qu'en fait, à côté du football, on est d'abord des êtres humains. C'est ça entre guillemets, je ne vais pas dire un paradoxe, mais c'est ça un peu le souci que beaucoup peuvent rencontrer. Je te remercie beaucoup pour ce partage. Tu as dit énormément de choses très intéressantes et très puissantes. J'ai envie d'approcher un angle qui est un peu plus personnel. Tu as donné l'image que voilà, en tant que parent, tu ne peux pas dire à tes enfants que tu es triste, par exemple, ou que tu as mal. Bon, déjà, mon avis personnel, je ne suis pas très d'accord avec toi, mais c'est un autre sujet, il n'y a pas de problème, je respecte. Mais je clarifie juste là-dessus parce qu'en fait, c'est une caricature quand je dis ça, c'est dans le sens où je n'irai pas parler à mes enfants de mes factures. C'est ça que je veux dire, c'est dans le sens où mes enfants passent avant moi. Ils ne peuvent pas entendre des choses qu'ils ne vont pas comprendre. Et c'est ça que je dis, on ne peut pas leur dire qu'on est triste ou qu'on a mal. On peut leur dire, évidemment, hein, c'est pas vrai. Hein. Mais je veux dire dans le sens où j'ai des responsabilités qu'ils ne comprendront pas et que je n'ai pas envie qu'ils comprennent avant un certain âge. Parce qu'ils ont besoin de vivre cette vie d'enfant jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et qu'ils aient eux-mêmes leurs responsabilités, quoi. Mais évidemment, on pourrait le dire. Alors, pour revenir maintenant quand même par rapport au sujet qui est l'ascension et la chute, je voudrais revenir sur cet aspect de l'émotion. J'aurais voulu que tu puisses me parler de quand tu étais jeune, quand tu étais professionnel acquéri, et aujourd'hui, si tu pouvais me parler de 3 grosses émotions que tu as vécues dans ce parcours d'ascension et de chute, entre guillemets. 3 grosses émotions que tu as vécues qui t'ont marqué. La première émotion, c'est la joie, mais la joie pure, comme je ne l'avais jamais ressentie après avoir joué mon premier match contre Arsenal. C'est un match où on fait 3-3 en Ligue des Champions, où c'était un peu, entre guillemets, mon premier match en professionnel et je fais un assist. Et là, j'ai senti la joie, mais pas seulement la mienne, mais celle de toute une famille. C'était vraiment un partage que je ne saurais décrire parce que c'était même pas un ouf de soulagement dans le sens où ils se sont dit non, ok, le pari qu'on a fait, il fonctionne, mais c'était plutôt la joie de voir qu'en fait, il y a un enfant de la famille qui vit son rêve. On a tous vécu ce rêve-là. Et donc cette joie-là, elle est vraiment, elle est ancrée en moi et je pense qu'elle est inoubliable. Ça fait partie de mon histoire. Et puis, une deuxième émotion, moi, c'était la tristesse. En fait, on se rend compte très vite quand on est lucide du moment où la carrière commence à chuter. Et moi, je m'en suis rendu compte assez vite. C'était quand je me suis cassé la jambe en 2016 et je prends pour 6 mois minimum et j'ai pleuré longtemps, pas de douleur mais vraiment pour ça parce que j'ai senti que c'était un truc qui allait me faire chuter et que j'allais devoir en fait tout recommencer à zéro. Et puis il y a le passage quand on se rend compte c'est bientôt la fin. Parce qu'on pourrait dire que je me suis arrêté du jour au lendemain, et ce serait mentir, parce que j'avais déjà des projets dans la tête, mais j'ai commencé à sentir que mon corps ne suivait plus. Et c'est-à-dire que j'ai arrêté en 2023, j'ai décidé d'arrêter en septembre 2023, mais je pense qu'en juin 2021, et puis en janvier 2022, je savais déjà que j'étais sur la fin. Parce que je sentais que quand j'étais aux entraînements, mon corps, je terminais toujours sur le fil. Donc en gros, j'avais 25-26 ans. Et après un entraînement complet, j'étais liquidé. J'étais toujours sur le fil, je revenais tout le temps avec des douleurs, etc. Et donc à ce moment-là, je faisais déjà un peu le deuil de ma carrière et je me disais, ok, je vais devoir arrêter. Et en fait, c'est pour ça que quand je l'ai annoncé, ça semblait facile, mais c'est un travail qui a pris du temps. J'en ai pleuré, moi, quand j'avais... je pense que j'étais à la maison un jour avec ma femme et d'un coup j'ai commencé à pleurer parce qu'on discutait et je me suis mis dans la chambre. Et en fait c'est un truc qui est nécessaire parce que pendant ma carrière, j'ai
on a toujours eu envie, et enfin ça c'est personnel, mais j'ai toujours eu envie de montrer que j'étais fort. J'ai eu des enfants tôt, je vivais en Espagne seul avec ma femme et on a eu un enfant puis un deuxième. Et donc je prenais beaucoup sur moi, elle prenait beaucoup sur elle. Et à un moment ça a lâché et c'est là que j'ai compris, je me suis dit ok, je vais accepter que je suis sur le fil. Au moment où je sens que c'est fini, c'est fini, mais il faudrait que je sois prêt. Et donc je me suis préparé à ça et j'ai pris du temps, j'ai vraiment pris du temps pour accepter ça, mais il fallait le faire et ouais, c'était un moment assez, une période assez intense, parce qu'on a toujours ce moment où on se dit non, finalement je veux continuer, et puis on retourne sur le terrain et on se dit non, 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 ton corps est en train de te dire que c'est fini. Et en fait, on peut pas combattre ça. Peu importe la force, en tout cas moi j'ai pas pu combattre, peu importe la force mentale, etc. La seule chose que je pouvais faire c'est donner à fond jusqu'à la fin, mais je sentais vraiment que petit à petit j'allais vers le bas et que j'avais plus la même énergie, et donc plus la même passion. Et en fait c'est triste parce que tu te dis tu as commencé à 5 ans et être sur un terrain, c'était ta joie. Et au final, tu te lèves et tu prends presque plus plaisir à l'entraînement et l'entraînement devient une purge. Donc, c'est-à-dire que je me disais, OK, j'ai 1 heure, il y a seulement 1 heure aujourd'hui. Après, c'est fini et je peux rentrer chez moi. Et c'est triste d'en arriver là. Mais il fallait l'accepter. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Donc, tu nous as parlé donc de ce sentiment de joie, de tristesse, et tu as abordé le deuil et tu nous as parlé un peu de comment tu as navigué, entre guillemets, dans ce deuil-là. J'aurais voulu te poser une question. Tout à l'heure, tu parlais beaucoup entre guillemets, du poids de la présence et de la fierté de ta famille dans les moments d'ascension. Maintenant, comment as-tu géré le poids toujours et la présence de la famille dans ce moment de chute? En fait, c'est un peu paradoxal parce que le plus grand soutien, c'est aussi ce qui pèse le plus. Donc en fait, j'ai eu beaucoup de soutien de la part de la famille, mais en même temps, voir la tristesse dans leurs yeux à chaque fois que je me blessais ou qui eux-mêmes comprenaient que c'est difficile, mais n'osaient pas le dire. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, mon rêve, c'est jouer au Real Madrid. À un moment, c'est plus atteignable. Eux, ils savent pas si moi, je sais que c'est plus atteignable. Mais comme je suis toujours déterminé et que je vais m'entraîner comme si c'était encore atteignable, et on ne va pas en parler, eux vont se dire « Ok, on ne peut pas lui dire que c'est plus atteignable, mais on va utiliser des formules et des façons de parler pour lui faire comprendre que… » Mais en fait, eux, ils souffrent en même temps quand ils doivent faire comprendre ça. En fait, on voit la tristesse dans leurs yeux et ça, c'est le plus dur. C'est de comprendre qu'eux aussi, ça les pèse et il y en a qui prennent plus de pincettes, et puis il y a les parents qui, eux, sont les plus inquiets. Et donc, ils te soutiennent, mais en même temps, ils émettent beaucoup de doutes et d'inquiétudes. Et il y a des paroles qui s'échappent qui, malheureusement, peuvent blesser. Comme, je pense en étant tout à fait honnête, tu vois, mon père, un jour, m'a dit, on était seulement en 2018, donc j'avais 22 ans et j'étais sans club à ce moment-là. Et il m'a dit, tu sais, il n'y a pas que le foot, tu pourrais arrêter. Mais lui, il le fait de manière bienveillante. Mais c'est aussi parce qu'il est inquiet et que ça lui fait mal de voir qu'en fait, à ce moment-là, je n'avais pas de club et qu'en plus, mon fils allait naître en 2019, juste en janvier. Et donc, lui, en me disant ça, moi, ça me blesse. Parce que pour moi, comme je n'avais pas encore la maturité de comprendre ça, je me dis, mais il ne croit plus en moi. Mais lui, non, il croit en moi, mais il croit justement que j'ai d'autres capacités et que le fait d'arrêter de reprendre mes études, c'est aussi une belle voie pour moi. Et donc, il y a cette incompréhension-là, et du coup, c'est ce soutien-là est à la fois est bien, mais à la fois pesant parce que il faut gérer du coup la peine que la famille est en train de ressentir, la sienne, et puis tu as même l'impression qu'eux souffrent plus que toi. Toi, tu as envie de leur dire tout va bien, mais tu as l'impression que c'est eux qui sont en train de déprimer. Et c'est ça, c'est le paradoxe du soutien, quoi. Parfait. Écoute, je te remercie énormément pour ce partage. Dis, aujourd'hui, tu as donc tu as créé une nouvelle route professionnelle. Qu'est-ce que ton parcours de vie a pu t'apporter dans cette nouvelle création et quelle est cette création, si tu veux bien en discuter? Ouais, moi je suis aujourd'hui maintenant je lance des projets. Enfin, je suis en train de travailler sur un projet. En fait, ce projet il est né justement de mon expérience de football. Je le fais pas tout seul, je suis avec des associés. Et en fait, c'est un partage c'est la création de ce qui m'a manqué pendant ma carrière. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place un service d'accompagnement psychologique et de coaching mental pour athlètes. Et c'est né vraiment de ma carrière, de le besoin, comment dire, cette création vient vraiment du fait que moi, c'est un truc qui m'a manqué. Et comment je l'ai mis en place, c'est que je pense que pendant ma carrière, je me suis beaucoup remis en question. J'ai vraiment eu la chance d'avoir une famille qui m'a forcé à m'ouvrir à d'autres choses. J'ai aussi des contacts hors famille et des amis, etc. Et durant
ma carrière, j'ai beaucoup lu et je me suis intéressé à tout ce qui est psychologie. Et ça m'a non seulement guéri dans mes blessures, mais en même temps, ça m'a permis de voir un nouveau chemin et d'autres horizons et de commencer ce projet-là. Et c'est ça que je veux faire aujourd'hui, c'est vraiment partager le savoir que j'ai acquis en tant que joueur sur le terrain et le mettre en service pour que d'autres comme moi qui vivent cette solitude de footballeur ou d'athlète professionnel puissent bénéficier de ces savoirs-là et de cette expérience en leur disant vous n'êtes pas tout seul. Et il y en a beaucoup qui le vivent et c'est pas parce que vous en parlez pas qu'on ne le voit pas. C'est vraiment riche en informations et c'est super intéressant et ça prouve vraiment que tu as un grand cœur. En tout cas, je te félicite et je souhaite que du bien dans cette nouvelle aventure. Pour les personnes qui n'ont pas connu de près ou même de loin l'intensité que c'est de préparer une carrière professionnelle en tant qu'athlète, est-ce que tu aurais une chronique ou un moment très précis à partager qui illustre la difficulté mentale que c'est de vivre en tant qu'athlète professionnel? Ok. En fait, je veux pas... j'ai pas envie qu'on nous plaigne parce que être footballeur professionnel, c'est vraiment beau. C'est vraiment un monde, un milieu où on te donne tout. Mais vraiment, quand je dis tout, quand tu es professionnel, hein, je ne parle pas un professionnel parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'amateurs. Et c'est plutôt ça qui est difficile. C'est que beaucoup de gens pensent que quand on est footballeur professionnel, quand on est footballeur, on est d'office professionnel. C'est pas vrai. Un footballeur professionnel, c'est quelqu'un qui vit qui peut vivre du football et puis à tout ce qui est derrière football amateur. Mais en fait, on passe vite d'un monde à l'autre. Et c'est ça la difficulté en fait. C'est le plus dur mentalement dans le football pour un footballeur professionnel, c'est d'accepter de devoir redescendre parfois pour pouvoir remonter. Et ça, en fait, il y a très peu de gens qui le comprennent, qui comprennent la nécessité de le faire parce que c'est très difficile. Et tu vois, moi, j'ai compris dans cette carrière que j'ai eue, parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai eu des rêves. Donc, mon rêve, c'était jouer au Real Madrid. Et mentalement, j'ai dû comprendre que je devais poursuivre ce rêve, même quand j'étais en train de chuter, pour pouvoir vivre des expériences qui allaient me faire devenir l'homme que je dois être pour mes enfants, pour ma femme, pour mes frères, pour mes sœurs, etc. Et j'ai compris qu'en fait, tous mes rêves qui étaient mis sur place, parce que moi je suis très croyant, donc je crois en Dieu, j'ai compris qu'il me les a mis dans la tête parce que je devais devenir quelqu'un. Et quand j'ai compris ça, c'était en 2018. Je vais te raconter une histoire. En 2018, je signe en Italie et tout va bien. Donc je signe un contrat en Division 2, très bien, le meilleur contrat que j'ai signé dans ma carrière. Et ma femme tombe enceinte et mon fils doit naître en janvier, le 6 janvier 2019. Je vais en Italie et 3 semaines après, le club fait faillite. Et je me retrouve sans club jusqu'en janvier 2019, justement. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai compris justement le plus de choses dans ma vie. C'est que déjà, je suis devenu, entre guillemets, je suis passé d'être d'un enfant à un homme parce que j'avais des responsabilités, ou j'allais avoir des responsabilités de père. Et donc, j'ai dû vraiment me focaliser sur moi-même et grandir et devenir, entre guillemets, un humain, un homme fiable pour mon futur fils et pour ma femme qui était à côté de moi et qui, du coup, comptait sur moi aussi. Et c'est là vraiment que j'ai compris que je devais poursuivre ce rêve, grâce à mes frères aussi, hein, qui m'ont guidé là-dedans, mais que je devais poursuivre ce rêve de jouer au Real Madrid parce que j'allais passer par des expériences et des douleurs et des peines qui allaient faire grandir en moi. Et en fait, on est un peu comme... moi, j'estime que nous, les êtres humains, on est un peu comme des puzzles, tu vois. Et que chaque expérience chaque expérience qu'on va vivre, excuse-moi, elle permet d'aller chercher une pièce du puzzle pour le compléter, tu vois. Et c'est seulement en poursuivant ce rêve-là que j'ai pu le faire. Et donc, en fait, à un moment, j'ai commencé à m'entraîner, même quand j'étais en Division 3, que je descendais. Enfin, j'ai continué à m'entraîner comme pour atteindre le Real Madrid. Même si à 25-26 ans, je savais que je n'avais plus l'atteindre, je le faisais parce que ça me permettait de devenir une meilleure version de moi-même. Et c'est cette détermination aujourd'hui que tu appliques dans ton quotidien, alors? Et ça, je le fais tous les jours. Okay. Et c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer chaque jour. Parfois, je dois même peut-être trouver un équilibre entre détermination et vie de famille et la vie, entre guillemets, à côté, parce que la détermination, c'est bien, mais ça ne peut pas devenir une faiblesse non plus. Je profite de cette transition parce qu'elle est parfaite, parce que justement, tu sais, durant les talks, tu feras face à un public qui va aussi partager un témoignage, qui va aussi partager des opinions, des avis par rapport à ce sujet qui est donc comment naviguer entre la réalisation et l'effondrement de ses rêves, l'ascension et la chute. J'aurais voulu que tu saches... Non, parce qu'il faut que tu saches que dans ce public-là, tout le monde n'est pas donc athlète professionnel, ex ou futur. Il y a des personnes qui sont totalement lambda, on va dire, mais qui peuvent se reconnaître en toi, dans ton parcours, parce que tu as visé un de tes rêves
et d'une manière ou d'une autre, pour X ou Y raison, tu l'as ou pas atteint. Pour ces personnes-là, quel serait ton conseil de vie? Donc tout ce que toi tu as appris, quel serait ton conseil de vie, sachant que tu vas pouvoir en discuter avec eux ce 28 juillet? Mon conseil de vie, il y en a plusieurs. Celui que je donnerais le plus et que je donne à mes enfants, c'est de rester vrai, authentique. Ne jamais troquer ses valeurs pour la réussite. Parce que je pense que dans la vie, on ne peut pas tricher. Et que la réussite, quand on triche, elle est éphémère. Et la vraie réussite, c'est pas la carrière professionnelle, c'est la vie humaine et ce qu'on devient en tant qu'humain. Donc, il y a que ce qui est authentique qui reste. Il n'y a qu'un être humain, il n'y a que l'héritage de l'être humain, ce qu'on laisse dans le cœur des gens qui est important. Tout ce qui est matériel, ça part. Mais un vrai, quand on parle encore des légendes aujourd'hui, moi qui suis fan de footballeurs, il n'y a personne qui sera jamais devant mon père, par exemple. Pourtant, il m'a pas rien légué de matériel ni rien, mais juste l'héritage qu'il a laissé en moi, c'est en tant que personne, c'est ça qui est éternel. On va continuer cette conversation donc ce 28 juillet en présence du public avec qui on aura l'occasion d'échanger plus en profondeur, non seulement sur ton parcours, mais sur l'ensemble de ce thème. J'aurais voulu terminer alors ce podcast d'une manière très simple. Tu sais, l'anagramme de Talk, c'est donc Truth About Life Knowledge, donc les vérités au sujet de la connaissance ou des connaissances de vie. J'aurais voulu que tu me dises pour toi quelle est la plus belle vérité que ton expérience de vie t'a appris, donc qu'aujourd'hui tu connais. La plus belle vérité que mon expérience de vie m'a apprise, je dirais, et c'est quelque chose que j'ai appris récemment, enfin que j'ai appris tout au long de ma carrière, c'est que le travail paye, mais il paye pas de la même manière pour tout le monde. Donc il faut pas s'attendre à ce que, quand on dit le travail paye, il faut pas s'attendre à ce qu'il paye en célébrité ou en lumière, etc. Parfois, pour moi, par exemple, il a payé dans la vie que je mène tous les jours aujourd'hui. Tout le travail que j'ai fait, c'est pour donner l'éducation à mes enfants, la bonne éducation de mes enfants et avoir ces valeurs-là. Et c'est comme ça et ça, c'est la plus grande vérité que j'ai apprise. Il va toujours payer, mais pas toujours la même manière pour tout le monde. Ok. Bah écoute, Andy, je te remercie. Est-ce que tu aurais un mot pour le public qui va venir à ta rencontre le 28 juillet? Merci déjà d'être présent. Et puis, j'ai hâte de vous rencontrer, qu'on puisse discuter tous ensemble et sans tabou. C'est le but. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt.